Bienvenue Jean-Robert Probst, je donne le nom pour les internautes. Bonjour. C'est votre deuxième entrée dans le catalogue France Loisirs. La première, c'était je crois il y a 2 ans, c'était Paris. Les Suisses de Paris, oui. Les Suisses de Paris, et on se demandait ce que faisaient les Suisses à Paris. Eh bien, il y en a qui ont vécu, il y en a qui sont allés faire la Révolution. Enfin, il y a des noms, il y a des hôpitaux. Si on pense à Genève, on pense évidemment à la famille Necker. Cette fois-ci, c'est Venise, balade des ponts à la découverte de lieux insolites. Deuxième entrée dans le catalogue. Venise, c'est une ville fantasmatique pour beaucoup de gens. C'est la ville des amoureux. Oui, et ce qui est intéressant, Venise, c'est un musée vivant et il n'y a pas de voiture. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai pris ma retraite du magazine Génération, avec ma femme, on a décidé de partir vivre à Venise et on a vécu pendant quelques mois à Venise. On a loué un appartement, on a vécu à Venise. Alors, ça c'est le grand luxe, c'est pas à la portée de toutes les bourses, on est très content que vous ayez pu le faire, mais ça a un gros avantage, c'est que pour une fois, les photos sont de vous. Oui, je ne dis pas pour ça pour vous, mais pour une fois, dans un livre, les photos sont de l'auteur et c'est des photos parfois inédites. Bien sûr, parce que on est resté plusieurs mois et en plusieurs mois, on a le temps de se balader et puis de faire des photos aux endroits où on trouve ça génial. Et c'est mieux que si on y va pendant un week-end ou une semaine. On a le temps, on fait des repérages et on peut faire des bonnes photos. Combien de ponts à Venise, de Calle à Calle, plus de 100... 435 ponts exactement qui sont répertoriés. 435. Au nombre de pages, vous avez dû faire une sélection. Comment vous y êtes pris? Sélection, évidemment. Alors j'ai choisi une 50aine de ponts et parmi les ponts surtout les ponts qui racontent une histoire, c'est ça qui m'intéressait parce que la plupart des ponts évidemment ils passent d'une rive à l'autre du canal, mais il y en a une 50aine qui ont une véritable histoire à raconter, comme le pont du Rialto, le pont des Soupirs qui sont les plus connus, mais aussi tous les autres bien entendu qui sont beaucoup moins connus et dont les histoires sont parfois croustillantes. Alors, on va parler du pont des Soupirs que tout le monde connaît. On ne soupire pas d'amour, mais on soupire parce que c'est le dernier. Hein. Oui, en général, c'est les gens qui passaient de la prison au Palais des Doges où ils se faisaient juger justement, et en retournant à la prison, ils soupiraient parce que de la prison, c'est terrible. La prison était terrible. Elle l'est toujours. D'ailleurs, on peut la visiter. Je l'ai visitée. Elle est froide en hiver, elle est brûlante en été, et on l'appelle la prison des plombs parce qu'il y a une chape de plomb sur le toit. Et personne ne s'est jamais évadé de la prison des plombs, sauf Giacomo Casanova. Bah oui, mais il fallait que le mythe puisse perdurer. Des histoires croustillantes, on pense forcément avec Venise à des histoires d'amour, avec des histoires de tromperie. Oui, évidemment. Allons-y. Oui. Alors bon, il y a la fameuse histoire du pont de la Damonette, par exemple. Hein. Deux jeunes personnes se baladant à travers Venise ont vu sur un mur la statue d'une femme, le visage d'une femme sculpté en marbre. Ils se sont arrêtés, ils l'ont regardé, ils ont dit ça, c'est vraiment la seule femme honnête de Venise. C'est pas très flatteur pour les femmes, c'est un petit peu d'époque, on va dire. Oui, c'est un petit peu bizarre. Et il y en a un autre aussi dans l'histoire un petit peu croustillante, c'est qu'au XVIIe siècle, les jeunes gens à Venise avaient tendance à renoncer aux femmes. Je ne sais pas, c'était une tendance, c'était une mode, c'était comme ça. Et le Doge de Venise, pour les faire revenir dans ce qu'on peut appeler le droit chemin, si on veut bien, il a autorisé les prostituées, les lucioles, comme on les appelle là-bas, il les a autorisées à se balader les seins nus, les seins à l'air. Alors évidemment, ça devait émoustiller ces messieurs. Et puis, à côté de ça, il y a un tout petit pont qui s'appelle le pont des Tétons. Et c'est resté le pont des Tétons, le quai des Tétons. Il y a toujours la maison close. Les volets sont définitivement clos. Et je n'ai pas trouvé de lucioles les seins nus dans la région aujourd'hui. Mais l'histoire est très belle. Alors vous savez peut-être sur Internet que Galilée a réussi à avoir des sous du Doge de Venise en montrant à l'horizon avec une longue vue que l'on voyait des bateaux et les gens disaient c'est pas possible que ce que l'on voit là-dedans soit les bateaux. 2 heures après, les bateaux arrivaient. Mais il a convaincu les gens en disant regardez ce qu'on peut voir aussi, et depuis le sommet du Palais des Doges, on pouvait les voir dans les jardins des Belles et on pouvait, j'imagine, distinguer les tétons. Voilà, je voulais vous offrir cette petite histoire historiquement vraie. Vous êtes un journaliste, donc vous n'avez pas inventé ces histoires. Quel temps de recherche et où avez-vous trouvé vos sources? Chez des confrères de l'époque Partout. On peut dire partout, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des bouquins, il y a des extraits, des petites choses qu'on peut retrouver comme ça en lisant, mais aussi en discutant, et notamment avec les gondoliers. Les gondoliers connaissent beaucoup d'histoires. Par exemple, il y a un pont qui s'appelle le pont dello Streghe, qui veut dire en italien le pont des huîtres. Or, il n'y a pas d'huîtres dans cette région, mais c'est un jeu de mots.
Lo Streghe, en 2 mots, ça veut dire la sorcière. Et en fait, ce pont des Huîtres est un pont de la sorcière parce qu'il y avait dans cette région-là une bonne femme, une vieille dame qui soignait avec des plantes. Elle a soigné un gondolier avec des plantes. Le gondolier a été guéri et en cet honneur-là, en cet hommage-là, les gondoliers ont appelé ce pont la pont de la sorcière. Mais si vous allez à Venise, c'est toujours inscrit le pont des Huîtres. Bah, il faut respecter la linguistique ou l'origine des noms. Vous avez suivi évidemment ce qui agite Venise, le passage du bateau ou pas. Il paraît que la ville s'enfonce. Bien entendu. C'est aux journalistes que je pose la question. Est-ce que les autorités ont raison de laisser rentrer des milliers d'euros grâce au passage inoffensif a priori de ces mastodontes? Alors inoffensif, c'est difficile à dire parce que ça brasse quand même pas mal. Alors ils ont évidemment ramassé beaucoup d'euros, mais les autorités ont été quand même, à l'issue de cette histoire, plus intelligente, parce qu'aujourd'hui, ces bateaux sont interdits et ils ne passent plus devant Venise, mais ils prennent la route des porte-containers et des pétroliers qui sortent du côté de la passe de Chioggia et qui vont à Marghera. Mais on peut quand même faire des photos et on peut voir la ville depuis le bateau. Non, plus. C'est fini? C'est fini. On peut faire des photos depuis les campaniles. Si vous allez au campanile de San Giorgio Maggiore, qui est en face de Saint-Marc, le campanile est magnifique. Les photos sont aussi splendides, bien entendu. Vous aimiez Venise avant d'y séjourner. Aujourd'hui, vous êtes passionné, vous suivez l'histoire et ce qui se passe là-bas? Alors non seulement je suis passionné, je suis l'histoire, mais régulièrement, je vais lire le journal de Venise, Il Gazzettino, que je lisais tous les matins. Je continue à aller le lire sur Internet, et puis ça me donne l'idée d'un petit peu de ce qui se passe à Venise. Et évidemment, il n'y a pas que des belles choses, c'est comme partout ailleurs, mais il y a des choses intéressantes. Et puis surtout, c'est de suivre l'histoire et de voir comment évolue cette ville. Ce qui est extraordinaire, c'est que la vie évolue, mais la ville est un musée, je dis pas figé, mais il est resté un petit peu le même, parce que ça veut dire que quand vous rentriez, quand les navigateurs rentraient l'expédition il y a 500 ans par la passe de Saint-André à côté du Lido, eh bien ils avaient exactement la même vue que nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une ville au monde où quand on arrive depuis le large d'un lac, à part la tour télévision qu'on distingue à peine, la rade est la même qu'il y a 200 ans, ou en tout cas plus de 100 ans avec le cinéma, c'est Genève. Bien entendu. Bien entendu. On est bien d'accord? Mais là, il y a 100 ans, tandis qu'à Venise, il y a 500, il y a 500 en tout cas. On vous donne rendez-vous dans 500 ans pour le prochain Salon du Livre. Merci Jean-Robert Probst. Un livre sous le coude? Ah oui, bien entendu, plusieurs. Mais j'ai un projet qui m'intéresse beaucoup, que j'ai envie de réaliser, c'est de descendre le fleuve du Danube depuis sa source à l'embouchure. Donc depuis Donaueschingen jusqu'à la mer Noire. Bon, eh bien, on vous accueillera pour cette prochaine publication. Bon salon, amitié autour de vous, et puis tenez-nous au courant pour Venise. Moi, je vous recommande ce livre comme les Suisses de Paris, parce que c'est un des ouvrages qui donne envie d'en lire d'autres en plus de ça. Merci beaucoup. Merci. Merci.